je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire de débat politique d'Euronews avec moi, Maya Delabaume. Dans Bruxelles, je t'aime, nous décortiquons toute l'actualité politique de la semaine au cœur de la capitale européenne. Merci de nous avoir rejoints. Au programme, tous les regards sont désormais rivés sur TikTok. Le réseau social chinois est au cœur des discussions depuis qu'on le soupçonne d'interférer dans les élections. En Roumanie, les autorités mettent en cause des opérations semblables à des bots pour expliquer la victoire fulgurante d'un ultranationaliste peu connu au premier tour des élections présidentielles. Les régulateurs roumains ont même demandé à Bruxelles d'enquêter sur la plateforme chinoise, mais il y a aussi d'autres craintes d'interférence visant les réseaux sociaux en Géorgie et en Moldavie. Nous regarderons cela de plus près. Et aussi, qu'en est-il de Twitter? Depuis qu'Elon Musk a repris la plateforme X, les utilisateurs se sont déportés vers d'autres alternatives, notamment Blue Sky. Des médias comme le Guardian ou la Vanguardia ont arrêté de publier leurs articles sur le réseau qui a été l'un des plus influents au monde. On se pose donc la question, X est-il devenu une sorte de cloaque, de lieu de débauche pour les trolls? Et n'est-ce pas le moment de passer à autre chose? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre avec notre panel d'invités. Brieux Alouette du think tank Confrontation Europe. Bonjour Brieux. Enchanté. Roman Armango, notre propre journaliste tech pour Euronews. Bonjour Roman. Et Pierre-Alexandre Balland du Center for European Policy Studies CEPS, qui est aussi professeur à Harvard. Merci pour l'invitation. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Alors avant de se lancer dans le débat, je vous propose d'écouter les raisons derrière l'inquiétude qu'éveille la montée en puissance de TikTok. Personne ne l'a vu venir. Lors du premier tour de l'élection présidentielle roumaine, un admirateur inconnu de Vladimir Poutine a soudainement été propulsé de l'obscurité vers une victoire éclatante. Comment cela a-t-il été possible? La réponse est simple. TikTok. Des vidéos accrocheuses, accompagnées de musique dramatique et de sous-titres, ont permis à Călin Georgescu de faire une percée fulgurante. On l'a vu sur une piste de course à pied, en train de retourner ses adversaires en judo, ou encore de monter un cheval blanc dans une chemise traditionnelle roumaine. Les autorités de Bucarest ont signalé des irrégularités dans la gestion de l'élection par TikTok et des tentatives pour faire basculer le vote, et ont accusé Moscou. La plus haute juridiction roumaine s'est même penchée sur l'affaire, qui est en train de devenir un test sur la capacité de Bruxelles à réglementer les réseaux sociaux. Alors Brieux Alouet, la Cour constitutionnelle roumaine a fini par valider le premier tour des élections. Quelle est votre interprétation en fait de la situation actuelle? Tout à fait. Donc actuellement, a priori, on aura le second tour ce week-end. Il y a ici une réelle question sur la possible élection du candidat Georgescu, donc qui est un candidat d'extrême droite anti-système. L'une des questions aussi, c'est, on a parlé de TikTok beaucoup. Ce n'est pas la seule raison en réalité de ces résultats. C'est une lame de fond. Hein. L'extrême droite a été aussi portée lors des élections législatives le week-end dernier. Ça veut dire que ça a marché finalement, oui, cette campagne sur TikTok. Ça a marché très bien. En fait, le candidat Georgescu a vu ses contenus devenir très populaires sur TikTok, mais également relayés par de nombreux comptes fake, disons. Ouais. Et ça a créé en fait une chambre d'accélération de sa popularité. Mais il y a un élément qui n'a pas été pris en compte aussi il y a 2 semaines, ou avant il y a 2 semaines, c'est la non prise en compte de la diaspora. Et la diaspora roumaine, ici, est très importante. C'est 10% des électeurs, enfin en tout cas des votants d'il y a 15 jours, et c'est 43% pour le candidat anti-système. Ouais. Et c'est cette diaspora qui, principalement, a été aussi victime, justement, et qui ne le connaissait pas. C'est un peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut faire confiance à TikTok, en fait? Je pense que c'est une question plus large aussi de est-ce qu'on peut faire confiance aux réseaux sociaux? Chacun représente des problèmes, que ce soit pour l'estime de soi, concernant la désinformation ou les problèmes d'addiction. Les réseaux sociaux sont faits de toute façon pour nous garder ici et donc ça peut passer par des contenus qui sont rendus virals.
Après, une fois dit ça, faut voir si ces contenus qui ont été mis en avant dans le cas de l'élection en Roumanie sont des contenus qui ont été faits de façon naturelle ou artificielle, puisqu'au final, ce sont des contenus polarisants quand ce sont des contenus de désinformation. Le but, c'est de pousser à des émotions fortes. Et donc, que ce soit les supporters de Georgescu ou ceux qui sont contre lui, en fait, ça va créer de l'engagement et propulser ces postes-là. Mais dans le cas ici, c'est aussi des questions de publicité qui ont été partagées sur TikTok, alors que dans leur guideline elle-même, c'était interdit. Ouais. Donc dans ce cas-là, on peut. Alors, ce qui est frappant de cette élection, et je m'adresse à vous, Pierre-Alexandre, c'est que on a vu un inconnu devenir un phénomène sur TikTok. Comment est-ce que c'est possible comme ça de gagner des millions de followers d'un coup, alors que les Roumains ne le connaissaient pas? Oui, ben absolument. En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on entend beaucoup, est-ce que TikTok a poussé justement ce candidat, est-ce que TikTok pousse tel ou tel poste pour des fins politiques? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout avéré, hein. On n'a pas du tout d'informations là-dessus. Derrière, on dit souvent, bon, derrière TikTok, il y a ByteDance, derrière ByteDance, il y a le gouvernement chinois. Ça, encore une fois, c'est des liens qui sont pas du tout avérés, c'est pas de ça dont on parle, hein, clairement. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Après, par contre, la clé de voûte, en fait, du succès du candidat roumain dans ce cas-là, clairement, c'est la plateforme TikTok et l'algorithme qui, en fait, la façon dont il est créé est très puissant pour les voix populistes. Parce que le populisme, c'est quoi en fait? C'est adhérer, en fait, c'est avoir du contenu qui crée du débat, qui est très complexe à ce niveau-là. Et en fait, l'algorithme lui-même est fait pour pousser du contenu qui peut être viral, du contenu très court, donc avec des vidéos de 10 secondes où en fait on n'a pas de contexte, on est juste sur c'est très snappy, on n'a pas de contexte, et un algorithme en fait qui pousse des candidats qui ne sont pas connus, qui pousse des utilisateurs qui ne sont pas connus. Si vous avez Twitter, LinkedIn, en fait, on pousse du contenu des gens que vous connaissez beaucoup plus. Alors que là, en fait, on pousse le contenu qui peut vous plaire. Donc on maximise l'engagement en fait de l'utilisateur. Donc en fait, on peut très bien avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de followers, qui va créer un contenu qui semble plaire, qui est populiste, et du coup qui diffuse un peu comme un raz-de-marée, quoi. Après, dans les règles de TikTok, il y a une interdiction, en tout cas, de la publicité, de faire de la publicité politique romane. Est-ce que du coup, c'est efficace? Dans ce cas précis en Roumanie, ça a été... Alors dans ce cas précis, apparemment non. Après, il y a quand même des contenus qui ont été supprimés, plus de 80 si je me souviens bien. Donc il y a quand même une modération qui a été faite. Il y a de nombreux modérateurs de langue roumaine qui ont été mis en place par TikTok. Mais apparemment, il y a eu une faille où le candidat n'a pas été désigné comme candidat, et donc certains de ces contenus, il faut un label, il faut une certification. Il faut un label. Cependant, parce qu'il y a quand même des failles. Après, est-ce que c'est une erreur volontaire? Est-ce que c'est juste passer à la trappe? Ça, c'est pas encore, ça pas été. Mais est-ce qu'on trouve ça beaucoup sur TikTok, des publicités pour influencer le résultat d'une élection? Alors, il faut faire la différence entre publicité et publicité. Quand j'utilisais publicité, c'est le fait d'avoir payé pour mettre en avant des contenus qui vont être relayés d'autant plus. Après, les politiciens ont le droit d'être sur les réseaux sociaux. On a l'exemple en France de Jordan Bardella qui est très présent et qui fait de nombreuses vues. Mais normalement, la publicité politique, donc vraiment le fait de payer pour une publicité, est interdit. Du coup, l'autre candidate roumaine dans cette élection, Elena Lasconi, a dit que les bots russes ont été responsables de la percée de son rival et qu'elle ne les laisserait pas détruire la démocratie. Elle l'a dit elle-même. Est-ce que vous pensez que TikTok est finalement, et on en a déjà un peu parlé, mais utilisé pour manipuler le cerveau des gens? C'est compliqué à dire, à vrai dire. C'est ce que mon collègue aussi a mis en avant. C'est compliqué de, en fait, tisser un lien entre ce phénomène de chambre d'écho et les bots en Russie. Il est très probable également qu'il y a quand même une influence, une ingérence dans ce processus, mais elle est compliquée à prouver. Et on a eu justement, il y a quelques jours, l'audition des représentants de TikTok au sein d'une commission au Parlement. Ils ont fait acte de contrition, ils ont évoqué le fait qu'ils ont été en contact avec les autorités régulatoires roumaines. Et qu'ils ont aussi réussi à
effacer certains comptes, fake accounts. Exactement, comme on 66 dit. 000 à Ouais. peu près. Ouais. Mais on est quand même très loin du compte. Ouais. Et il y a là aussi une question qui est la question de la modération, des moyens mis dans la modération. Notre Ouais. collègue ici a évoqué le fait que un certain nombre de modérateurs ont été recrutés en langue roumaine, mais c'est encore insuffisant. Et on voit que dans beaucoup de langues, c'est insuffisant. D'ailleurs, TikTok, pour l'information, a aussi supprimé bon nombre de postes de modérateurs en langue française, en anglais, en allemand, alors qu'en Allemagne, on s'apprête à avoir les élections en février, Mhm. et que en langue anglaise, on a vu que ça a eu un impact il y a quelques semaines en Irlande sur les élections législatives. Ouais. Alors Pierre-Alexandre, est-ce que TikTok justement fait assez, selon vous? Ah bah, clairement, TikTok a réagi trop tard et clairement pas assez. Ouais. Est-ce que c'est une question de volonté de ne pas agir plus ou une question juste de complexité? Moi, j'ai tendance dans ce cas très précis à favoriser la question de la complexité de modérer en fait des millions de posts à la minute avec en fait, c'est juste techniquement très compliqué, difficile. différentes langues et encore une fois, je crois que Brieux le disait au début de l'émission. C'est pas que TikTok. TikTok, vraiment, d'un point de vue algorithmique, pose beaucoup plus de problèmes. Mais la modération de larges plateformes, en fait, est commune à peu près à tous les social media aujourd'hui. Et si je peux rajouter d'ailleurs à ce que vient de dire Pierre-Alexandre, il y a un enjeu aussi qui est dans le respect du DSA, donc la législation européenne qui encadre les plateformes ici. Il y a aussi un problème qui est celui, évoqué justement précédemment, d'avoir une modération, une régulation dans les 24 langues de l'Union européenne. C'est un vrai enjeu. Je parlais d'Irlande tout à l'heure. En Irlande, TikTok n'a pas de modérateur en gaélique irlandais. C'est pas une langue utilisée majoritairement là-bas, mais il y a Si aucune jamais modération. on a un populiste irlandais. Exactement, c'est le cas. Et il y a une ONG justement qui s'est amusée à tester l'algorithme, enfin la capacité de modération de TikTok, Ouais. et qui a vu que près de la moitié des contenus fake, des contenus trompeurs sur la plateforme Ouais. et contenus à caractère politique n'ont pas été bloqués. Ce qui pose un véritable souci. Après, l'autre question, c'est aussi de savoir si les politiciens et les institutions publiques, en règle générale, devraient être sur TikTok. Voilà, il y en a qui ne le sont pas, il y a eu des interdictions. Romane, vous en pensez quoi? Est-ce que les politiciens devraient être sur TikTok? Est-ce que c'est un standard? Je pense que c'est une question un peu éthique à laquelle je ne peux pas donner une réponse oui ou non, et ça dépend vraiment de la volonté politique qu'il y a derrière à être là. Je sais que la commission, par exemple, a pu parler, c'était plus dans le cas de X, mais de ne pas être sur une plateforme, c'est laisser un espace vide à d'autres voix, et qu'au final, c'est mieux d'être là et de diversifier ses canaux de communication. Évidemment, on n'a pas de représentant de TikTok sur ce plateau, mais on a regardé leurs réactions, notamment celle de leur porte-parole Paolo Gannino, qui a parlé d'accusations fausses et trompeuses. Voilà ce qu'il a dit. Ces rapports hautement spéculatifs sur les élections roumaines sont inexacts et trompeurs, car la plupart des candidats sont sur TikTok et les gagnants ont fait campagne sur d'autres plateformes. En fait, est-ce qu'on a été trompé dans cette élection? Et du coup, est-ce que TikTok est véritablement un lieu sûr aujourd'hui, Brieux? Alors, c'est incontestablement pas la seule plateforme où il y a des problèmes, où il y a eu des problèmes notamment pendant l'élection roumaine. Ouais. On a observé au Royaume-Uni, par exemple, des groupes Facebook, des posts sur Facebook, avec beaucoup ici de contenu trompeur sur cette plateforme, au Royaume-Uni notamment. Donc, incontestablement, ce n'est pas la seule plateforme, mais TikTok a sa responsabilité. J'ai insisté beaucoup sur la modération. Il y a aussi l'algorithme qui joue beaucoup, ce qu'évoquait Pierre-Alexandre tout à l'heure. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, TikTok a sa responsabilité. Et est-ce qu'on peut justement aussi aujourd'hui partager des informations personnelles sur TikTok? Parce qu'on sait que c'est un des problèmes majeurs de cette plateforme. On sait que nos données partent en Chine. Donc en fait, est-ce qu'il est là le problème, Pierre-Alexandre? Sur les données elles-mêmes, je pense qu'il y a d'autres plateformes qui sont encore plus problématiques. Je ne parle pas forcément de social media, en fait, où il y a des données beaucoup plus sensibles. Le problème vraiment pour moi majeur d'un algorithme comme celui de TikTok, encore une fois, il peut y en avoir d'autres, c'est l'algorithme en fait qui est problématique. C'est aussi qu'on ne sait pas en fait comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'est pas transparent. Il est propriétaire, il n'est pas transparent. Et la première chose qu'on doit essayer de débloquer aussi d'un point de vue régulation, c'est quels sont les posts qui sont promus. Parce qu'encore une fois, s'il y a un biais, on parle beaucoup de biais algorithmique, et ça c'est vraiment clé. S'il y a un biais qui promeut des posts plus polémiques, en fait,
typiquement, qui sont utilisés par des partis plus populistes, Ouais. là on a un problème. Donc là on va biaiser les élections, on va biaiser en fait le type de contenu qui va être servi à des millions, des milliards d'utilisateurs. Donc du coup, bien comprendre comment l'algorithme est structuré, c'est absolument clé. Alors c'est intéressant parce que nous allons écouter justement Simona Mohamson pour comprendre comment tout cela résonne dans l'esprit des hommes et des femmes politiques. Alors nous avons demandé à elle, elle est membre du Parti libéral en Suède, ce que TikTok représente pour elle, et elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Écoutons-la. For a long time, we have believed that TikTok is like any other social media platform. Nous avons longtemps cru que TikTok était une plateforme de réseaux sociaux comme les autres. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une plateforme détenue et exploitée par le Parti communiste chinois. Et maintenant, nous voyons comment l'algorithme chinois est utilisé avec la désinformation russe. Cela constitue un cocktail Molotov très dangereux pour la démocratie. With the Russian disinformation, and that makes a very dangerous Molotov cocktail against democracy. Je pense donc que cela montre vraiment qu'une fois de plus, TikTok se contente de dire « ce n'est pas nous » et espère que personne ne réagira. Je pense que nous devrions considérer cela très clairement comme une manière douce de faire la guerre. As a soft way of war. Alors une manière douce de faire la guerre, c'est assez fort, ces propos brilleux. Ce qu'elle dit, est-ce que ça vous paraît juste justement? Disons que elle y met beaucoup d'emphase. Bon, il y a un vrai enjeu, on l'a évoqué aussi peut-être, d'ingérence sur la plateforme, un vrai enjeu aussi d'influence, évidemment du PCC, du gouvernement chinois via TikTok, mais c'est à relativiser aussi par rapport aux autres plateformes. Encore une fois, TikTok n'est pas la seule plateforme avec des problèmes aussi d'ingérence, avec des problèmes d'influence aussi via cette plateforme. La question de sa régulation, davantage que d'autres, se pose. D'ailleurs, à cet égard, la dirigeante du groupe des libéraux Renew au Parlement européen, Valérie Ayé, a exprimé sa volonté de voir le CEO de TikTok en audition au Parlement européen à l'image de Mark Zuckerberg. Mais c'est compliqué de s'avancer jusque-là, disons. Ouais. Alors quand elle parle d'algorithmes chinois et de désinformation russe, Pierre-Alexandre, vous en pensez quoi? Non, mais je pense qu'il y a une amalgame qui est faite ici. Et l'amalgame, c'est de mettre ensemble les bots russes et le gouvernement chinois derrière l'algorithme. L'algorithme, il est fait pourquoi ByteDance, quand ByteDance est arrivé à une valorisation de 170 milliards, et ByteDance, à travers TikTok, fait quoi? C'est du contenu et veut avoir beaucoup d'utilisateurs et maximiser le temps d'engagement sur la plateforme. Et il y a vraiment une diversité de contenu. Je veux dire, il y a tout type de vidéos. Là, on parle d'un segment qui est très spécifique, qui est l'aspect justement des contenus politiques, et qui peut être mal utilisé. Et il ne faut pas faire d'amalgame, encore une fois, entre mettre le gouvernement chinois derrière et dire que c'est un levier. En gros, ce lien-là n'a pas été avéré. Et il est, pour moi, il peut comme il ne peut pas être. Je veux dire, il n'y a pas d'information qui vraiment nous montre ce lien-là. Ouais. Par contre, que cet outil soit utilisé et que ce soit vraiment un terreau très fertile et qu'il ait été utilisé par des bots russes, là, ça me paraît très très probable. Enfin, je veux dire, j'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Et là, oui, on peut dire qu'on est en guerre. On est en guerre avec la Russie. La Russie attaque aussi en cybersécurité. D'où le besoin qu'on a aujourd'hui de réguler. Tout à fait. Donc, j'en reviens à vous, Roman. On a cette législation sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, qui est entré en vigueur au mois d'août dernier et qui a vocation à faire de l'espace digital un lieu sûr, sans violence verbale ni désinformation. Mais on voit aussi que le DSA est déjà difficile à mettre en place. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est protégé par le DSA ? Si je pouvais revenir juste sur un point avant concernant la Chine et le fait qu'il ne soit pas derrière le réseau social TikTok, c'est le cas, mais il faut quand même rappeler que une loi chinoise impose, l'article 7 de la chinoise impose que toutes les entreprises doivent soutenir, assister et coopérer avec les services de renseignement du pays, et donc il pourrait demander théoriquement à avoir accès en fait à toutes ces données qui sont partagées avec TikTok, à savoir si le DSA nous protège vraiment. Il a été appliqué récemment, comme tu l'as dit, et il y a un temps de mise en place. Il y a quand même des premiers effets qui ont été vus avec de nombreuses
demandes de renseignements qui ont été engagées, mais également des actions qui ont mené à des conséquences concrètes. Par exemple, même avec TikTok, il y avait TikTok Lite qui a été lancé en Europe. Ce à quoi c'est une application en fait pour remettre dans le contexte. TikTok Lite est une application en fait qui allait récompenser les utilisateurs de façon monétaire. Donc vous allez avoir certains avantages en restant sur la plateforme et en scrollant, ce qui allait pousser encore plus à l'addiction, notamment chez les jeunes. Et c'était Thierry Breton, à l'époque commissaire européen, qui avait réagi et poussé en fait à ce que l'application ne soit pas sortie en Europe avec des engagements sur le fait qu'elle ne le soit jamais. Donc on peut voir quand même que le DSA a eu des premières... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Alexandre? Vous trouvez qu'elles sont applicables aujourd'hui, les régulations du DSA? Est-ce que par rapport à la réalité, à ce qu'on voit en Roumanie, à ce qu'on verra peut-être dans d'autres pays, est-ce que c'est facile à appliquer réellement? Ou ce sont des guidelines un peu difficiles? C'est des guidelines en fait, ça le problème, c'est que vous devez tout mettre en œuvre pour lutter contre la désinformation, ce genre de choses. Mais après, on sait très bien dans le cas de TikTok dont on parle, c'est juste très complexe cette mise en œuvre, et on n'a pas de détails en fait sur justement la nature de l'algorithme, le type de push qu'on va avoir ou qu'on va pas avoir. Et du coup, c'est vraiment là le problème, c'est qu'on a besoin d'être beaucoup plus spécifique en termes d'algorithme, en termes de type de modération, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que si c'est juste une intention à pas diffuser la désinformation, etc., donc les fake accounts dont on parlait par exemple, les fake accounts, techniquement, moi je peux créer un fake account, on peut créer des fake accounts, ça c'est pas illégal directement. On remet en fait sur la plateforme la responsabilité de vérifier que ça arrive pas trop. C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Nous aurons plein d'occasions d'en débattre à nouveau. C'est un sujet assez infini, comme nous l'avons vu. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour le prochain débat où nous tenterons de répondre à cette question qui nous titille tous. Doit-on rester sur X ou aller sur Blue Sky ? Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Brieux Alouette, Roman Armango et Pierre-Alexandre Balland. Alors l'actualité politique récente était la prise de fonction des 26 nouveaux commissaires et du nouveau président du Conseil européen, mais aussi leur staff, un grand nombre de porte-parole et de chefs de cabinet qui ont pris d'assaut la plateforme X pour annoncer leur nouveau job. Pourtant, de plus en plus de médias ont quitté X pour rejoindre la plateforme Blue Sky, qui ressemble à Twitter au moment de sa création en 2006. Blue Sky a maintenant 24 millions d'utilisateurs, 10 millions de plus depuis les dernières élections aux États-Unis. Alors, je vous pose une question générale là. L'un de vous est-il sur Blue Sky? Roman? Brieux? J'ai prévu de m'inscrire, mais c'est pas encore le cas. Pierre-Alexandre? Pas encore. Pas encore, mais j'y réfléchis. Très bientôt. Alors, on peut... Question un peu subsidiaire, que pense-t-on de X, Brieux? Alors, le problème d'X, c'est que voilà, justement, il y a eu une dérive complète du système, à la fois de l'algorithme et du système de modération, qui a vu ses effectifs coupés. Et pour l'algorithme aussi, un algorithme très opaque actuellement. Mais pour revenir peut-être sur Blue Sky, ici aussi se posent des questions. Donc on voit que Blue Sky, finalement, qui est un peu l'outil d'origine, disons, pose aussi beaucoup de questions, et je ne sais pas si on va l'aborder après, mais il y a là aussi la capacité de Blue Sky de se soumettre aux règles européennes. On a évoqué le DSA tout à l'heure, c'est un vrai enjeu. À cet égard, par exemple, Blue Sky ne s'est pas encore enregistré auprès des autorités européennes, n'a pas encore déclaré aussi ses données d'utilisateurs, alors qu'il doit le faire auprès de la Commission, et voilà. Roman, vous êtes d'accord avec justement ce que dit Brieux, l'algorithme un peu opaque de X, ce qui fait que peut-être qu'il faudrait à un moment donné partir? C'est ça la raison? Alors, l'algorithme de X est aussi différent parce qu'il y a deux aspects. Il y a la partie où, en fait, c'est un algorithme avec des contenus qui vont nous être proposés aléatoirement, mais une autre partie qui correspond, en fait, à les comptes qu'on a choisi de suivre et qui vont nous être proposés. Donc aussi, il y a un moyen sur X de se mettre une certaine barrière concernant les contenus
que l'on veut voir. Après, est-ce qu'il faut partir, j'ai envie de dire, c'est le choix de chacun. J'aime bien la position de la Commission européenne qui a dit y réfléchir, mais en même temps, pour l'instant, rester là pour garder sa voix sur la plateforme, pouvoir donner un contre-pied contre les contenus d'Elon Musk qui sont très mis en avant. En parlant justement d'Elon Musk, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, la plateforme est devenue un espace plutôt toxique pour les journalistes. Certains médias comme le Guardian et la Vanguardia en Espagne ont arrêté d'y poster leurs articles. Nous avons interrogé Alejandro Tauber du média EU Observer parce que nous voulions savoir s'il allait quitter X et rejoindre Blue Sky. Écoutons-le. I don't think it's an either or. I mean, Macron and Ursula von der Leyen. Je ne pense pas que ce soit l'un, soit l'autre. Macron et Ursula von der Leyen sont également sur Instagram, et elle a aussi ouvert un compte Blue Sky la semaine dernière. Il ne s'agit pas seulement de la toxicité de X qui est vraiment en cause. Je pense plutôt que c'est la façon dont Blue Sky est construite en tant que plateforme ouverte qui constituerait la plus grande différence plutôt que le fait que Blue Sky existe en tant que tel. More important than Blue Sky existing as an entity in itself, right? So the fact that you can take your followers and move. Le fait que vous puissiez emmener vos followers ailleurs, le fait que vous soyez propriétaire de vos données, le fait que vous puissiez continuer à construire sur la plateforme pour en faire quelque chose qui pourrait être accessible à plus de gens ou qui pourrait montrer différents types de contenus. Je pense qu'avoir ce type de structure ouverte est bien plus important et différent que de s'éloigner de X parce qu'il y a beaucoup de trolls dessus. Getting away from X because there's a lot of trolls on. Alors justement, Pierre-Alexandre, cette structure ouverte dont il parle, est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui l'attrait de Blue Sky ? Alors très clairement, non, c'est pas ça qui explique l'attrait, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, Oui. qu'en fait ce type de structure c'est l'avenir. De structure ouverte, décentralisée, où en fait on remet l'utilisateur au cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, avec Twitter, avec TikTok, on a une centralisation énorme et pas de transparence. Et ça c'est le Web 2 en fait, hein, et on est en train de passer sur un Web 3 où en fait il y a beaucoup plus de décentralisation et l'utilisateur devient a le contrôle sur les données, mais aussi sur l'algorithme dans une certaine mesure. Donc là où je suis complètement d'accord, c'est que un enjeu sur les 5-10 prochaines années, c'est en fait d'évoluer vers ce type de plateforme. D'accord, structure ouverte. Et surtout, en gros, de ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un peu un équilibre entre la responsabilisation, la possibilité de choisir son algorithme, et en même temps de garder le contrôle sur ce qu'on veut voir, parce que c'est ça tout l'enjeu. Et puis, en parallèle, de s'assurer que quelqu'un comme Musk ou qu'on ne soit pas des proies faciles pour des businessmen dont on ne partage pas forcément les valeurs, si je vois l'équation. Brieux. Exactement, tout à fait. C'est aussi l'avantage ici de Blue Sky, qui est une plateforme qui est plus décentralisée dans sa gestion. Néanmoins, on retrouve les mêmes enjeux. C'est-à-dire que certes, on n'a pas la mainmise d'Elon Musk dessus, donc on n'a pas le conseiller spécial de Donald Trump qui possède en fait l'une des principales plateformes. Enfin, en tout cas là c'est le cas, mais pour Blue Sky ce n'est pas encore le cas. En revanche, se posent les mêmes problèmes que pour les autres plateformes. C'est-à-dire que Blue Sky, même si c'est décentralisé, on a les mêmes enjeux de financement, puisque Blue Sky refuse pour l'instant les publicités sponsorisées, donc c'est-à-dire une grosse source de revenus qui n'existe pas actuellement. Donc, mécaniquement, moins de modérateurs aussi, puisque les modérateurs, c'est un effectif conséquent dans le cadre d'une entreprise comme celle-ci. Mm-hmm. Actuellement, on a 25 seulement au niveau mondial, sans à court terme, mais on voit la croissance exponentielle du réseau social. Donc, alors, Roman, est-ce que justement, du coup, Blue Sky, c'est un peu le modèle du réseau social du futur, même si on a le sentiment que ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, cette structure ouverte, ça attire. Alors, en tout cas, c'est sûr que ça attire. On a vu, comme tu l'avais dit un peu plus tôt, que de nombreux médias décident de migrer vers Blue Sky. Pour l'instant, il reste quand même que des millions, voire milliards d'utilisateurs restent sur Twitter parce que, en fait, c'est là où les chambres d'écho vont être toujours les plus grandes. On n'arrive pas encore à avoir l'impact possible sur Twitter, sur Blue Sky, à voir si une nouvelle dynamique. Alors on va peut-être tous finalement rester sur X. J'ai l'impression que c'est l'argument qui conclut notre conversation. Merci à tous les invités ici présents et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews.
Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Brieux Alouet, Roman Armango et Pierre-Alexandre Ballan. Une actualité politique qui a attiré notre attention cette semaine, c'est l'Australie, qui a approuvé l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans. Le débat a surpris le pays entier, il a fait la une des journaux autour du globe et surtout il a créé un précédent juridique pour le reste du monde. L'objectif étant de protéger les jeunes de toute forme de harcèlement et de violence véhiculée par ces réseaux. Alors cette interdiction devrait être mise en place dans 1 an, mais est-ce une bonne initiative ? Pour en savoir plus, on a demandé l'avis d'un psychologue clinicien, le docteur David Coleman. Selon lui, l'initiative australienne est plutôt une bonne idée, écoutons-le. C'est une excellente initiative. J'aimerais que quelque chose de similaire soit étendu au monde entier. Je pense que l'Europe aurait tout à gagner à aller de l'avant et à ne pas restreindre seulement les réseaux sociaux. J'aimerais beaucoup que nous puissions même restreindre l'accès au smartphone pour les jeunes adolescents. Nous voyons de plus en plus de jeunes s'isoler dans leur chambre, en ligne, sur leur téléphone ou sur d'autres appareils. Et nous savons que cela cause beaucoup de stress aux parents. Nous savons que c'est aussi une source de stress pour les jeunes eux-mêmes. Je pense donc qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a une sorte de repli sur soi dans un monde en ligne fait pour les jeunes. Et je pense que les parents ne sont tout simplement pas prêts. Alors Brieux, il y a aujourd'hui 9 experts sur 10 qui parlent d'une véritable crise de santé mentale induite par les réseaux sociaux. C'est ce besoin d'être liké qui devient une obsession. Est-ce qu'on devrait faire la même chose, nous, en Europe, ici, comme le font les Australiens ? Alors tout à fait, c'est un enjeu essentiel de santé mentale. Cependant, je me permets de nuancer un peu l'intervention précédente. Sur le principe, c'est pas nouveau, mais c'est l'étendue, disons, de la mesure qui est unique ici. Puisque en Europe, donc depuis le RGPD en 2018, nous avons une majorité numérique qui existe. Le problème, c'est qu'elle est libre selon les États, c'est-à-dire qu'elle est fixée à 13 ans en Belgique, en Suède, 15 ans en France, 16 ans en Allemagne, et que cette majorité en fait numérique est facilement contournable, c'est-à-dire que les parents, les tuteurs doivent apporter une preuve écrite qu'ils confirment l'inscription de leur enfant sur les réseaux sociaux, mais c'est compliqué de le vérifier pour le régulateur, et se pose également l'enjeu de l'après. Et à cet égard, il y a un rapport du Sénat qui a été publié récemment sur que fait-on en fait des enfants de 15 à 18 ans ou de 13 à 18 ans en l'occurrence pour la Belgique, et ce sera probablement la prochaine étape dans la régulation européenne. Alors Pierre-Alexandre, vous pensez aussi, vous êtes d'accord avec Brieux, qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans ? Alors, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre quel type de contenu est vu et consommé par les adolescents, parce qu'il y a aussi du bon contenu. Donc en fait, faut pas. Il y a des opportunités énormes. Ces questions, on s'est posées avec la télévision, on s'est posées avec Internet. En fait, on a toujours eu ce genre de questions. Et il y a aussi ce qu'on appelle une littératie digitale. Une capacité en fait à bien comprendre le monde digital, et le monde de demain passera aussi par des connexions avec les réseaux sociaux. Il y a aussi des jeunes qui sont déconnectés de leur famille parce qu'ils vivent ailleurs, ils ont besoin de connecter aussi avec cet espace social. Donc en fait, il ne faut pas jeter l'eau avec l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut aussi en fait réussir à construire des espaces digitaux qui sont complètement safe pour les enfants. Mais après il y aurait une mesure drastique qui serait carrément d'aller vers l'interdiction des smartphones pour les adolescents. Est-ce que ça, alors là, on est complètement c'est exagéré, ou c'est à un moment donné ce qui va se passer ? Brieux ? C'est un enjeu, mais c'est ce qu'évoquait aussi Pierre-Alexandre, c'est que la connexion est essentielle aussi pour certains jeunes déconnectés de leur famille, sans mauvais jeu de mots, ou qui sont justement isolés. Donc il ne faut pas mettre en œuvre des mesures ici trop sévères, qui pourraient finalement aussi isoler davantage ces jeunes. Et l'un des points également essentiels, c'est l'éducation aux réseaux sociaux, l'éducation au smartphone. Et c'est un des points qu'on oublie ici. C'est-à-dire que dans cette nouvelle législation, cette nouvelle loi australienne, mais est-ce que celle-ci est effective ? Et est-ce que celle-ci va aussi beaucoup aider, s'il n'y a pas d'éducation en parallèle, aux technologies, aux réseaux sociaux, la maîtrise des réseaux sociaux, et c'est un enjeu, on a également évoqué, de santé mentale. Justement, en parlant de cette loi australienne, elle imposera à Meta ou TikTok d'empêcher les mineurs de s'enregistrer, ou alors ils devront payer des amendes qui s'élèveraient à 49,5 millions de dollars. Pierre-Alexandre, est-ce que c'est réalisable ?
Alors, l'amende, oui. Après, le filtrage, il va être complexe, mais on peut avoir des outils de vérification en fait qui permettent de faire ça. C'est vrai qu'on peut passer, juste mettre sa date de naissance ou cliquer êtes-vous majeur oui non, ce genre de choses, il faut évidemment éviter. Donc, à travers des pièces d'identité, des choses comme ça, on peut avoir des comptes vérifiés en fait. C'est un peu l'enjeu, c'est d'avoir des comptes qui sont vraiment vérifiés. Et je pense que clairement les plateformes vont mettre en œuvre des outils, parce qu'il y a des outils qui existent en fait pour faire ça, vont mettre en œuvre des outils. Mais j'ai vraiment envie de revenir sur un point, c'est l'éducation. Ce que tu disais, Brieux, c'est complètement clé. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme on sait qu'il ne faut pas boire du coca tous les jours, pour autant on n'interdit pas directement la vente de coca. Il ne faut pas non plus... voilà, il faut être... Et comment on éduque les jeunes là-dessus, justement? Alors, je pense que l'éducation, elle commence aussi à l'école, et les parents. Voilà, ça c'est très important. Et le problème, c'est que les technologies évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, il y a un gap énorme entre ce que les technologies font, l'impact qu'elles ont sur nos vies et ce qu'on en sait. Donc il faut carrément revenir sur des programmes digitaux beaucoup plus ambitieux en fait à l'école. Ça commence là. D'accord. Mais justement, en parlant des parents, puisque vous parlez des parents, en Allemagne, les ados entre 13 et 16 ans sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux si leurs parents sont d'accord. Alors, est-ce qu'il serait bien d'étendre cette mesure, Romane ? En tout cas, c'est la priorité de la protection des enfants, des mineurs, est une des priorités de cette nouvelle commission. La nouvelle commissaire au digital, Enna Verkunen, en a parlé. C'était dans sa mission sa lettre de mission. C'était également, elle en a parlé pendant son audition, de protéger les enfants et à travers là un système de vérification de l'âge. Donc il y a des discussions et ça devrait arriver assez rapidement. Brieux, il faut étendre cette mesure ? Vous pensez, justement ? Oui, oui, tout à fait. Alors, elle est déjà, le contrôle est déjà prévu dans le cadre du RGPD au sein des 27, mais c'est une directive, donc l'étendue de la transposition aussi se pose ici. Et les systèmes de vérification, c'est ce qu'évoquait Pierre-Alexandre aussi. Comment faire en sorte que ce soit efficient ? Alors, vérification, éducation digitale, on voit que c'est un vrai sujet de société qui donne du pain sur la planche aux législateurs. Mais c'est la fin de l'émission Bruxelles Je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjetem@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Quant à moi, il est temps que je vous dise au revoir également. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.